tentent de reproduire l'intelligence humaine. Des machines ou des processus qui tendent à faire comme l'homme. À reproduire ce que l'humain peut faire. Mais la machine ou un algorithme peut le faire. Donc c'est la science de systèmes intelligents. Des systèmes qui font comme l'homme. Et là-dedans, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'aspects. Vous avez par exemple le système expert. Le système expert, c'est quoi? Le système expert, c'est un logiciel, un programme qui remplace un expert humain. C'est-à-dire, c'est un programme, une application qui a le savoir et le savoir-faire d'un expert humain. Et qui peut même faire plus que l'expert humain. Parce qu'on prend plusieurs experts et on prend leurs connaissances, leur savoir et on fait fonctionner ces programmes. Voyez? Vous avez, là je parlais du système expert, vous avez le cas par exemple de l'apprentissage ou le machine learning. Le machine learning, ça fait partie de l'apprentissage automatique. C'est-à-dire que la machine, actuellement, la machine peut apprendre. À partir de certaines données, la machine peut apprendre. On peut lui donner plusieurs images, des chats, de chiens, et après quand on lui dit, dites-nous, faites une reconnaissance d'image. Est-ce que c'est un chien ou un chat? Il va dire que c'est un chat. Mais comment? Parce qu'il s'est entraîné sur certaines données. On lui a donné des exemples de tout ça, et quand il s'entraîne, et il est capable de faire même des prédictions. C'est comme ça qu'est née la reconnaissance d'image, la reconnaissance biométrique. Par exemple, on peut te reconnaître à partir de tes empreintes digitales, on peut te reconnaître à partir de tes empreintes oculaires. Hein? Vous voyez les filets rouges. Quand vous allez à la CENI, on vous prend ça. Hein, parce qu'il y a une base de données pour les empreintes oculaires. On peut vous reconnaître à partir de votre ADN. Par exemple, la police scientifique, il prend seulement un seul cheveu et essaie de détecter que c'est elle. Ou on prend vos empreintes, vous avez touché à un coffre-fort et on prélève. On sait que c'est vous qui avez été là. Parce qu'il y a déjà une base qui a été mise en place. Donc vous avez les machine learning qui permettent aux machines d'apprendre. Et à partir de ça, ils peuvent faire de prédictions, ils peuvent prédire. Vous voyez, vous commencez à écrire et directement, l'ordinateur lui-même qui te donne la suite. Il s'est entraîné sur quelques données et puis il y a des règles pour générer le reste. C'est quoi on utilise dans... Donc ça c'est actuellement, c'est très, 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 très courant. Donc on ne vit que de ça. Je ne saurais pas vous parler des outils IA. Des assistants IA actuellement. Vous parlez comme vous parlez à un homme. Quand vous prenez Bing Bing, vous parlez comme ça, il vous salue un peu plus, avec beaucoup plus d'humanité qu'un humain. Et puis vous causez, et puis il répond à tes attentes. Même dans le domaine scientifique, il entre même dans des matières que tu ignores parce qu'ils sont connectés, par exemple, à l'Internet, qui est un océan. Donc, vous avez machine learning, vous avez deep learning, vous avez la robotique, des robots intelligents, des robots qui opèrent. Même des drones sont des robots volants, sont télépilotés, télécommandés. Ils sont dotés d'une intelligence artificielle. On peut mettre une intelligence artificielle sur cette porte, sur un tableau. On peut le faire. Au fait, la philosophie, c'était quoi? Au début, les chercheurs ils ont dit, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Maintenant, les scientifiques disent, nous allons faire une machine à l'image de l'homme. Alors, ils sont en train de réfléchir comment mettre en place un ordinateur qui a les 5 sens, qui peut voir, qui peut écouter, qui peut sentir, qui peut parler. Vous voyez? Alors, c'est comme ça que ça se développe. Prenez par exemple avec la robotique. Il y a beaucoup, vous avez par exemple la vision par ordinateur. La visionique, vision par ordinateur. Comment est-ce qu'on peut créer un œil artificiel? Évidemment, l'œil naturel, c'est déjà très profond, très complexe. Mais maintenant, eux, ils veulent créer un œil artificiel.
Parce qu'ils disent, regarder n'est pas voir. Tu peux regarder, mais tu ne vois pas. Parce que quand tu regardes, tu captures, il y a des capteurs, tu captures, mais il y a un travail de computation qui se fait à l'intérieur jusqu'à sortir l'image, même une image multicolore. Voilà. Donc vous voyez que c'est un domaine très prisé. Vous avez le domaine tel que le traitement de langage naturel. On étudie les langages naturels et ça aboutit même au traducteur. Vous avez des applications, il te traduit un texte du mandarin chinois en swahili en 1 minute. Donc ce sont des domaines comme ça qui se sont développés avec l'intelligence artificielle. Le temps me manquerait pour essayer d'entrer dans ces genres. Des systèmes intelligents, il y en a beaucoup. Vous entrez dans une salle, vous mettez la main comme ça, l'eau sort. Vous mettez comme ça, il y a un gel. Vous allez vous mettez encore dans un truc comme ça, et puis il y a l'air frais. Ça fait sécher la main. Ce sont des systèmes intelligents. On a mis de l'intelligence artificielle dans ces trucs-là. Il y a des systèmes embarqués, il y a beaucoup de choses là. Donc il y a beaucoup de choses que je peux dire. Mais ce que je voulais dire comme défi, c'est quoi? C'est que l'intelligence artificielle n'utilise que ce qui a été stocké d'avance. Vous voyez? Bon, alors, si on n'a pas tout stocké, donc vous voyez qu'il y a des données qui vont manquer. Il y a des données qui vont manquer. Et vous voyez que certaines régions du monde sont moins bien cartographiées. Et il y a beaucoup d'inégalités parce que dans l'acquisition... Parce que comment on crée une carte? Après avoir fixé l'objectif, nous allons faire une carte sur la faune. Mais après, actuellement, il faut utiliser un outil qui va t'aider à collecter les données. Ça peut être un GPS, ça peut être un drone, ça peut être des images satellitaires. Mais si vous prenez seulement un peu, vous laissez d'autres. Vous voyez? Alors, il y a plusieurs défis, donc je disais. Il y a des enjeux liés à la vie privée, il y a des enjeux, donc comme j'ai dit, qui sont dominés par des grandes entreprises, Google, Apple. Donc là, ça pose un problème de souveraineté numérique, n'est-ce pas? Donc il y a l'IA, ça rend la cartographie plus rapide et dynamique, mais il y a des défis de fiabilité, il y a des erreurs qui peuvent être introduites, et quand les données ne sont pas correctes, ils produisent des résultats qui sont non valides. Quand les données sont biaisées, les résultats seront non valides. Parce que l'ordinateur ne connaît rien, ces machines, c'est l'homme qui les programme. Mais alors quand vous lui donnez des mauvaises données, il ne faut pas s'attendre à des résultats valides. Donc c'est ça, le problème c'est au niveau de la fiabilité, et puis bon, il y a l'impact politique. J'ai vu dernièrement dans Google Maps, je pense, ou Google Earth, j'ai vu, on a découpé la partie Est. L'Est n'existe plus. Je ne sais pas, je vais revoir. C'était juste au début là. Quand les rébellions là se sont montées, on a découpé la carte de la RDC, on a découpé l'Est. C'est en ligne. Ouais, il y a des gens des pesanteurs qui ont le pouvoir politique et qui peuvent imposer, même aux scientifiques. Voilà. Donc il y a un peu, et puis bon, les applications, il y en a légion actuellement. Il y en a plein dans tous les sens. Dans le domaine de la santé, par exemple, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour cartographier les épidémies, pour suivre les épidémies. Vous avez une pathologie, une maladie, mais pour que ça devienne une épidémie, il faut la prévalence. Il faut calculer la prévalence. Le nombre de cas sur tout ça de la population. Et puis il faut suivre parce que l'épidémie peut se propager. Alors c'est comme ça que l'OMS ou le ministère de la Santé fait des alertes pour dire que attention à telle zone, c'est une zone à haut risque. Il ne faut pas accéder à cette zone. Ils font des alertes parce qu'ils peuvent suivre la propagation de l'épidémie. Grâce, ils vous montrent une carte de risque. Dites, si vous tombez là, vous avez
80% la probabilité de 80% de chances que vous puissiez être contaminé. Et tous ceux qui viennent de ce côté-là doivent passer obligatoirement par un check-in. C'est comme ça que ça se passe. Il y a une cartographie qui est faite au niveau de la santé pour suivre les épidémies en temps réel. Et le tourisme, par exemple, les itinéraires personnalisés. Quelqu'un vient ici pour le tourisme, il doit aller faire un truc à Zongo ou au plateau des Bateke, mais il doit connaître l'itinéraire. Et on peut personnaliser ces itinéraires. Et on peut optimiser les trajets, l'urbanisme, détecter l'habitat informel. On peut faire une planification urbaine. Écoutez, j'ai vécu un embouteillage ce matin, c'est terrible, mais on peut éviter ça. Kinshasa est devenu une mégalopole. Mais on peut avoir comment on appelle, des passages souterrains comme ça. Hein? Je ne sais pas comment on appelle ça. Des tunnels. Des tunnels, de tout ça. Ça se planifie. Ça se planifie. C'est pourquoi il y a une notion qu'on appelle, je vais retrouver ça, hein, c'est-à-dire à partir d'une ville, on peut créer une autre ville. Bon, d'abord virtuellement et après, on peut commencer à prendre ce qui est bon dans la ville idéale qui a été virtualisée avec une ville qui existe déjà mais qu'on peut modifier. Hein? On peut prendre une ville, hein, les jumeaux numériques. Hein? On prend une ville et on crée à partir de Dallas, on crée une autre ville comme ça en RDC. Grâce à l'IA. Mais hein, pour cartographier, il faut toujours une cartographie là-dedans. Voilà. Et vous avez les télécommunications, prenez Orange, prenez pour mettre les antennes, hein, pour desservir. Il faut une cartographie. Il faut une cartographie. N'est-ce pas? Et puis vous avez dans l'agriculture, actuellement, il y a l'agriculture de précision, l'agriculture intelligence. On ne sème pas n'importe où. On ne sème pas n'importe quelle sémence, n'importe où. Actuellement, on sait que ici, si vous mettez à telle période, il n'y aura rien. Ici, si vous mettez à telle période, il y aura une grande moisson. C'est ça l'agriculture intelligente. Voilà, et la navigation, on n'en parlait pas. On peut cartographier les zones d'accès difficiles, hein, n'est-ce pas? Les zones d'accès difficiles. Et c'est là où même, pour gérer même les risques, les séismes, la déforestation. J'ai causé avec un expert ici. Et là, en train de voir, quand on a pris les mines quelque part, au Katanga, n'est-ce pas? Et ils ont créé un déséquilibre climatique dans le coin. Hein? Ils ont créé un problème climatique. Voilà. Tout ça, on peut suivre ça, on peut mener des études, on peut cartographier grâce à l'IA pour éviter certains séismes et logistique et transport. Voilà, ça c'est même courant. On peut optimiser les trajets. Vous avez ça même dans des applications, même dans des véhicules. Hein, ce sont des systèmes embarqués. Hein, où on vous dit que dans 1 heure, il y aura embouteillage entre 24 et Gare Centrale. Mais pour contourner cet embouteillage, il faut prendre tel tronçon. Oui. Ce sont des applications de l'IA en cartographie pour optimiser les itinéraires. Voilà. Bon, en conclusion, mais là j'ai du mal. Ben, il y a, comme j'ai dit auparavant, quand un domaine commence à donner du fruit, c'est-à-dire à donner beaucoup d'applications, il y a deux attitudes. Soit on est méfiant, soit on est preneur. Mais actuellement, en tout cas avec l'IA, l'intelligence artificielle, la cartographie ne peut plus s'en passer. Parce que même les systèmes d'information géographique, vous avez une carte statique, vous n'avez pas rien modifié. Mais quand vous avez une carte numérique, c'est connecté à une base de données géographiques. Vous savez, avec un ArcGIS, QGIS et tout ça, il y a plein de trucs comme ça. Et bien, vous êtes connecté, vous pouvez modifier des histoires. Quand les rues s'ajoutent, les avenues s'ajoutent. Si vous avez une carte traditionnelle, on a vu ça quelque part. Nous sommes allés voir le bourgmestre de la Gobé, et puis on parle avec lui.
et on lui propose une carte. Et puis après une semaine, la carte nous revient pour dire voilà, il y a telle avenue qui a changé, qui est devenue avenue Somol, qui est devenue avenue Louam. L'autre là, on a ajouté déjà ici, on a créé un supermarché. L'autre là, vous voyez que les choses ont changé, mais ça peut être dynamique. Si vous avez une bonne base de données, avec un bon sigle, vous pouvez suivre ces modifications. Je suis allé dans la commune de Bandal, j'ai fait une étude comme ça, je voulais écrire un article là-dessus. À Bandal, je vois le bourgmestre, il m'envoie chez, je crois, le secrétaire de la commune, et il me dit, voilà, il me montre une carte qui a été faite à la main, mais qui date aussi, et qui subit déjà l'effet d'usure. Ça a changé de couleur, et puis après il me dit, bon, ça me suffit. J'ai dit, c'est faux. Mais ici, on vient, le cimetière était là, on a changé. Tout ça, ce n'est pas répété. Vous voyez qu'on est resté archaïque, mais comment on ne peut pas subir la nature? On peut dévancer les événements. Avec la cartographie numérique, je vous assure, les choses deviennent dynamiques. On peut même poser des questions et avoir des réponses sur tel phénomène. On peut même anticiper des événements, faire des prédictions, faire des prévisions. La météo, n'en parlons pas. Vous savez, regardez dans les grandes chaînes, ces météos échouent difficilement. Je crois que j'ai épuisé le temps. Bon voilà, il y a beaucoup de choses à parler.